Je suis ravi d'être là et de parler au nom de la médecine générale, mais je dirais aussi au nom des soignants, parce que la médecine générale, c'est les soins de première ligne et c'est aussi beaucoup d'autres intervenants que des médecins, intervenants qui sont sociaux, qui sont paramédicaux et qui sont des maillons importants de la prise en charge des patients et peut-être des maillons importants de la solution que cet après-midi vous allez évoquer. Il y a les progrès de la médecine. Et moi, j'ai été formé, j'exerce depuis 40 ans la médecine générale. J'ai été formé 10 ans auparavant à une médecine très technique dans le premier CHU de France où on m'a dit que la médecine était biomédicale. Je me suis retrouvé dans mon village, le seul médecin à découvrir que la médecine c'était autre chose et qu'il y avait des gens, qu'il y avait un environnement, un entourage et que le modèle biopsychosocial qui a été évoqué par Xavier Emmanueli, il s'imposait si on voulait être soignant. Et plus soignant que médecin. L'habitude de dire aux étudiants que guérir n'est pas une action médicale, est une décision du patient, et que nous on soigne. La guérison leur appartient. La deuxième chose, c'est le progrès des patients, puisque l'information, l'exigence est de plus en plus forte, puisqu'ils ont accès parfois à des informations valides, parfois à des informations non adaptées. Enfin, c'est le système. Il a été évoqué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour, entre guillemets, améliorer les choses et faciliter la vie de tout le monde, on la complique. L'informatique. Moi, je passe la moitié de mon temps devant un écran d'ordinateur. Heureusement que j'ai deux yeux, un pour voir l'écran, l'autre pour voir le patient, mais il y a des moments où je me demande lequel des deux est le plus important. Surtout quand la technique s'impose à vous parce qu'il faut attendre, parce que ça ne marche pas et parce qu'on a le droit de s'énerver là-dessus et pas sur le patient. Puis il y a le système qui veut sophistiquer, parce qu'il y a des critères économiques, il y a des critères d'ordre organisationnel et l'organisation du système de soins aujourd'hui, on voit bien, et cela a été dit tout à l'heure, c'est que c'est quand même assez inadmissible parce que quand on est dans un système, on n'a même pas les circuits pour pouvoir trouver du secours, trouver de l'aide et trouver un minimum d'écoute, parce que c'est avant tout ce qui était la nécessité et la demande. En plus, les médecins et les soignants de première ligne, ils sont effectivement en première ligne, c'est-à-dire qu'ils gèrent aussi une société qui va de plus en plus mal. Et on en est évidemment les témoins parfois très organiques. Tout ça, ça devrait nous renvoyer à quelqu'un qui reste encore aujourd'hui d'actualité et qu'il ne faut pas oublier, c'est Hippocrate. Parce qu'il nous a quand même donné quelques lignes et quand on lit le sermon, quand on le fait prononcer à nos étudiants, je leur rappelle que c'est le seul moment de leur vie unique où ils auront à le prononcer, mais que ce sera un des ciments complets de leur conduite et de leur activité dans la société. La réalité, elle est celle-là, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde les soins de première ligne, les premiers qui impactent sur la souffrance au travail et sur le risque de burn-out et pire, sont les infirmiers. Et puis derrière, il y a les médecins généralistes, c'est un gradient lié au nombre, avec surtout, on va dire, beaucoup de détresse psychologique et beaucoup de déviance liée au fait que les médecins, comme tous les soignants, sont des êtres humains avec leurs faiblesses et leurs forces, et donc leurs déviances. Autre chose, c'est l'isolement dans le travail. Bon, donc c'est pas par hasard qu'aujourd'hui il y a une demande de plus en plus forte de travailler en réseau, de travailler ensemble, de se réunir, de se regrouper même. Mais il faut pas se faire d'illusions. C'est pas parce qu'on va mettre 4 murs pour entourer des soignants qui vont forcément se parler, quoi. Échanger, travailler ensemble, c'est une culture, ça s'apprend et c'est probablement des modifications de comportement. Et l'hôpital le fait avec beaucoup de difficultés, mais cette culture, il faut qu'elle soit partagée par tous parce que la compétence de chacun dans des domaines variés, c'est ça qui fait la force et la synergie d'un système d'aide. Il faut quand même voir qu'il y a à peu près 60% des médecins généralistes qui se déclarent en épuisement professionnel. J'ai fait même une enquête qui ne touche pas qu'à côté professionnel. Il y a quelques années, j'ai interrogé l'ensemble des médecins des Yvelines
Et vous connaissez la tranche d'âge qui est effectivement plutôt sur plus de 50 ans et bien au-delà. On constate que plus de 50% des médecins généralistes des Yvelines ont une maladie chronique qu'ils ne soignent pas. Donc ça en dit long sur notre position de patient-médecin. Et il y a un retard de 2 ans à la mise en œuvre des processus de soins sur ces maladies chroniques. Ça touche aussi à l'origine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde, les internes sont touchés, et de façon majoritaire. Ils présentent au moins un des 3 symptômes du burn-out. Et donc, il y a une vigilance à avoir, parce que, et ils le disent souvent, on met en place des systèmes de tutorat dans des départements de médecine générale, et on en voit un certain nombre qui expriment leurs difficultés, bien sûr, et ça c'est normal, mais on y lit aussi, on y entend de la souffrance. Donc tout ça, ça fait partie du fait que cette absence de vigilance, cette absence de confiance, et je voudrais vous remercier, puisque c'est la 2e fois que je viens, l'année dernière j'étais à l'Académie de médecine. Pour le collège, c'est fondamental de penser que pour des médecins généralistes et pour tous les soignants de soins de première ligne, on a une réflexion à avoir et probablement des supports, non pas pour les soigner, puisque c'est pas le rôle, mais pour anticiper, pour informer et pour repérer. Et pour probablement mettre dans la culture de tous les soignants qu'on forme à l'université, d'avoir peut-être une sémiologie de la souffrance de l'autre avec lequel je travaille. Parce qu'après tout, si j'ai entendu qu'ils sont capables de soigner leurs patients et pas capables d'apporter la réponse à leur confrère à côté qui leur dit « help », c'est qu'ils n'ont pas les signes, ils n'ont pas la sémiologie. Et on a tous vécu ça, moi le premier, au prétexte qu'on est médecin, qu'on est soignant, on vous balance des informations comme si vous saviez tout et comme si vous n'étiez pas fragile, sensible, et on vous dit il faut faire avec. Hein. Oh mon vieux, bah oui, t'as une tumeur. Bon, moi j'ai un confrère qui s'est pointé à la fac avec ses radios de poumon et ses métastases. Il a dit regarde ça à son collègue radiologue. Il n'a pas regardé le nom sur la radio et il lui a dit ton patient il est foutu. Oui, c'est aussi simple que ça, quoi. Donc ça veut dire que prendre conscience de ça, ça va être d'éviter de pérenniser un chiffre qui pour moi me paraît absolument horrible, c'est que le surrisque de suicide chez les médecins, chez les soignants de première ligne, c'est plus de fois 2. Donc, et on parlait de chiffres tout à l'heure, on s'est battu et la société se bat pour les accidents de la route, ça fait 3000 morts encore et on dit que c'est beaucoup. Combien de suicides dans le monde médical en France ? 14 000, quelque chose comme ça ? Non, pour les Français, c'est 12 à 13 000 décès par suicide en France, et c'est toujours, depuis 20 ans, 12 à 13 000. L'automobile, dans les années 70, c'était 13 000, et on est à 3 000. À 3 000. Donc il y a vraiment une cause de santé publique à réveiller. Je crois que la ministre a entendu faire des annonces, mais c'est vraiment une cause nationale à mettre en place. Donc, la réflexion qu'il faut avoir, c'est qu'effectivement, repérer, accompagner ses confrères et les repérer. Excusez-moi Pierre-Louis Druet, oui. On vient d'avoir l'information d'Alexandre qui travaille aussi avec moi. Il y a 112 suicides de soignants en France chaque année. 112, bon. Voilà, c'est 112 de trop, c'est vrai. Évidemment. Et à côté de ça, on est donc dans une situation où simplement avoir probablement le courage de faire ce qu'on fait naturellement avec nos patients, c'est-à-dire repérer un collègue et lui dire « je pense que tu as un problème avec l'alcool, je pense qu'en ce moment tu tires un peu sur la corde. Est-ce que par hasard, je peux t'aider ?» Et tous ces mots ont sûrement des résonances qui devraient permettre peut-être d'ouvrir et d'accompagner vers des aides, des solutions, et repérer que celui avec lequel on travaille, celui ou celle avec lequel on travaille, c'est aussi un être humain, avec ses fragilités, ses faiblesses. C'est pas un robot, et ça je renvoie à ce que vient de dire Xavier Emmanueli. Probablement que ça devrait nous remettre un peu à notre juste niveau, c'est-à-dire des êtres humains soignants et non pas des machines conditionnées par le système, conditionnées par les institutions qui voudraient soigner à notre place.